Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec cette première illustration. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, qui est en fait une pub qui tourne à l'heure actuelle sur les chaînes françaises. Je ne citerai pas la marque du grand distributeur qui est derrière, en fait, mais il y a une petite fille qui s'étonne qu'on ait pu faire tant de choses avec 10% de notre cerveau. Et donc, en fait, ça, c'est généralement un des mythes qui reste et qui est lié au fait qu'à un moment donné, on a dit qu'il y avait dans le cerveau 10% de neurones. Et avec le reste, c'était les cellules gliales. Et puis, du coup, en fait, on a confondu 10% de neurones avec 10% de notre cerveau. Un autre mythe qu'on trouve régulièrement, en fait, c'est celui qui associerait l'idée qu'il y a des personnes qui auraient une prédominance de l'hémisphère droit et d'autres une prédominance de l'hémisphère gauche. Là aussi, en fait, ça ne tient absolument pas, dans le sens où il y a des échanges entre les deux hémisphères cérébraux et qui sont liés à la grande plasticité. Et donc, du coup, en fait, comme je ne savais pas très bien, puis comme Édouard n'est pas là, je peux dire du mal de lui, quand j'ai essayé de contacter Édouard pour lui dire « Qu'est-ce que tu souhaites en termes de contenu par rapport à l'intelligence, qui est comme un domaine relativement vaste », j'ai pas eu de réponse. Et donc, je me suis dit « Bon, alors, partons dans les mythes ». Et donc, je viens de vous présenter 2 mythes. Et puis, du coup, je suis parti, en fait, de mythes que je propose, en fait, à des étudiants de psychologie en 2e année, aussi bien à Genève qu'à Lausanne. Et donc, du coup, là, vous verrez que par moment, j'ai mis l'indication, en fait, des réponses données par les étudiants, en fait, de Genève et Lausanne, avec ici 170 étudiants. Et donc, une des premières questions qui est posée, là aussi, qui est liée au contenu de l'intelligence, tel qu'on peut le définir dans notre culture, en fait, c'est sur la capacité de penser de manière abstraite. Est-ce que vous pensez qu'en fait c'est une composante ou pas? Alors, en l'occurrence, c'est formulé de manière négative, mais donc n'est pas une composante centrale de l'intelligence. Et donc ici, ils ne sont pas d'accord. Vous voyez que quasiment, en fait, on est à 92%. Donc la plupart des étudiants reconnaissent qu'effectivement, l'évaluation de l'intelligence implique, en tout cas, fait une part importante, là aussi on reviendra, sur l'évaluation du raisonnement, notamment du raisonnement abstrait. J'avais mis une autre question, donc la capacité à retenir et utiliser des connaissances verbales. Alors là, ici, en fait, vous pouvez penser dans votre tête, hein, je ne voulais pas vous questionner, en fait, chacune et chacun d'entre vous, mais vous pouvez répondre, voir ce que vous réponderiez. Et donc, les connaissances verbales n'est pas une composante centrale de l'intelligence. Donc là, en fait, ils continuent d'être pas d'accord. Donc ils acceptent, même si c'est un peu moins, l'idée qu'effectivement les connaissances verbales sont une composante de l'intelligence. Et puis j'ai mis ici un exemple de question qu'on va poser dans certains tests de connaissances, qui est l'auteur du Jardin des délices. Et donc on a des tests effectivement de connaissances culturelles générales qui vont être intégrés en fait dans les tests d'intelligence. Alors là, après, j'avais parti sur le problème de la définition de l'intelligence, en disant, voilà, est-ce qu'il n'existe aucune définition de l'intelligence? Alors d'accord, vous voyez qu'il n'y a qu'un tiers des étudiants qui sont d'accord sur le fait qu'il n'y a n'existe pas de définition de l'intelligence. Et puis, pour étendre, là aussi, et aller un peu plus loin que simplement notre culture et notre contexte socio-culturel, j'avais mis une question, en fait, l'intelligence est un concept occidental qui ne s'applique pas, n'existe pas dans les cultures non occidentales. Et vous voyez qu'ici, à 41%, en fait, ils sont d'accord sur le fait que probablement, l'intelligence, c'est chez nous, mais ça n'existe pas chez les autres. Et donc, du coup, en fait, ça implique 2 remarques préalables. Avant d'aller sur les aspects beaucoup plus liés à la définition et puis sur l'évaluation de l'intelligence, ce qui va m'amener, en fait, alors je ne sais pas si vous avez suivi les autres présentations, à reprendre, en fait, certaines notions ou certains éléments qui ont été mentionnés, en fait, dans les communications précédentes, et certaines, en fait, pour dire ce qui a été raconté, ce n'était pas tout à fait exact. En tout cas, il y a des approximations qui font que c'est pas exactement ça qu'on attend, en fait, au niveau de l'intelligence. La première, en fait, c'est que l'intelligence, c'est une variable, ce qu'on appelle en psychologie une variable latente, c'est-à-dire que c'est un construit, un attribut qui n'existe pas. C'est juste un mot qu'on a défini, en fait, qu'on a proposé pour s'entendre sur ce qu'on mettait à l'intérieur. Et en fait, ça a conduit certains, en fait, à considérer, à proposer en disant l'intelligence n'existe pas. Et d'une certaine manière, en fait, ils ont effectivement raison de ce point de vue-là. Et puis, il y avait une autre définition, là aussi, qui était un peu plus provoque, en disant l'intelligence, en fait, je sais ce que c'est, en fait, c'est ce que moi j'ai, ce que les autres n'ont pas.
Et donc simplement de dire, voilà, on peut nuancer en fait sur ces définitions. Mais donc c'est un concept, c'est un attribut qui n'a pas de réalité. On va voir qu'on va faire des passages sur la réalité, mais que ces réalités sont discutables. Le deuxième élément important, c'est qu'effectivement l'intelligence, ou plutôt en fait ce qu'on devrait plus justement parler, c'est de comportements intelligents. Les comportements intelligents existent dans toutes les cultures. Sauf qu'on va voir que ces comportements intelligents ne sont pas définis de la même manière dans notre culture et dans d'autres cultures. Et donc on a fait des études, je sais, sur des Bushmen par exemple, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a des comportements intelligents. Sauf qu'effectivement, ça ne correspond pas à ce que nous considérons dans notre société, dans notre contexte, comme étant des comportements en fait intelligents. Et en fait, là aussi, il y a une petite confusion, et qui a été mentionnée, en fait, je ne sais plus dans quelle présentation, sur le fait que le cerveau humain, en fait, est le même pour toute l'espèce humaine, donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté, et que les processus cognitifs sont universels. Là aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Sauf que ces processus cognitifs vont être sollicités et vont être stimulés en fonction des contextes socioculturels. Et donc la conséquence, c'est qu'on sait depuis les premiers travaux de Luria, et puis après, en fait, il y a eu des travaux qui avaient été conduits au sein de la faculté, en fait, par Dazen et d'autres, sur le fait que la culture, effectivement, va avoir une importance quand même considérable, et que vous allez avoir certains groupes socioculturels qui ne savent pas faire certaines opérations cognitives parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de leur culture. Ils ne l'entraînent pas, ils ne l'apprennent pas. Et donc la conséquence, c'est que si vous demandez en fait à des personnes, par exemple, ça a été fait sur des Bushmen, de raisonner de manière abstraite, en fait, ils ne comprennent pas ce dont on leur parle. C'est un non-sens, ils se retrouvent face à ces figures qui veulent absolument rien dire. En plus, là, il y a des composantes supplémentaires qui font que les Bushmen, en fait, si vous êtes à côté d'eux et qu'ils se trouvent dans une situation d'échec, dans leur culture, en fait, s'il y a deux personnes, elles doivent s'entraider. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas que vous soyez assis à côté d'eux et que vous ne les aidiez pas, en fait, à résoudre la tâche. Donc, c'est une situation encore pire pour eux. C'est que non seulement ils ne comprennent pas ce que vous leur demandez, mais en plus, ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi vous ne leur venez pas en aide. Donc, du coup, ça veut dire que l'intelligence, nécessairement, elle doit être définie dans un contexte socio-culturel. Et on va voir qu'effectivement, la définition qui a été avancée par Gruber, je sais plus, c'est la définition qui s'applique pour nos sociétés en fait occidentales, mais qui n'est pas du tout en fait la même qu'on va avoir en fait dans les pays, dans certains groupes en Afrique ou dans certains groupes en Asie. Alors j'ai aussi posé une question, là aussi j'étais à peu près sûr de leur niveau de réponse, sur l'idée qu'il existe de nombreux types d'intelligence indépendantes les unes des autres, et de dire, voilà, il y a une intelligence verbale, une intelligence spatiale, etc., etc. Et vous voyez qu'ici, à 84%, ils sont d'accord pour considérer qu'effectivement, il existe différents types d'intelligence indépendantes les unes des autres. Et là, en fait, on a eu plein de modèles. Au cours de l'histoire des modèles de l'intelligence, on a eu plein de propositions théoriques dans cette direction. Et la première proposition, en fait, c'est celle de Thurstone, qui avait dit, voilà, il y a 7 aptitudes mentales primaires, indépendantes les unes des autres. On a eu Guilford, qui lui avait été quand même le champion dans cette direction, c'est qu'il avait proposé 120, 150, puis 180 aptitudes intellectuelles. Autant dire qu'il n'a jamais réussi en fait à démontrer que même ces 120 aptitudes intellectuelles existaient et que dans ces analyses, qui en plus sont discutables, il est arrivé péniblement à 20, 30 aptitudes, même pas indépendantes, mais il a réussi à mettre en évidence une vingtaine d'aptitudes. On a en fait, là, après le modèle de Garner en 83. Alors le modèle de Garner a eu, et a encore, je crois, encore aujourd'hui, beaucoup de succès dans le monde de l'éducation. Il n'en a aucun, en fait, dans le monde de la psychologie, parce qu'en fait, son modèle n'est pas très intéressant d'un point de vue psychologique, dans le sens où, à partir du moment où la psychologie s'est inscrite comme étant une discipline scientifique, il fallait des données empiriques pour soutenir le modèle. Et en fait, Gardner n'a jamais en fait créé de test, jamais cherché à démontrer que son modèle était pertinent. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, d'un point de vue, ces propositions théoriques, elles sont relativement séduisantes, en tout cas une partie, mais d'un point de vue empirique et dans l'inscription de la psychologie comme discipline scientifique, elle a été mise de côté. Et puis on a dans la même direction Sternberg qui a proposé un autre modèle en disant, voilà, dans les tests d'intelligence classiques,
on est trop centré en fait sur une composante logico-mathématique, verbale. Il faut élargir, notamment sur les aspects de créativité et puis de composantes pratiques. Et puis là, de nouveau, en fait, en réalité, le modèle de Sternberg, aussi séduisant qu'il puisse paraître a priori, n'a pas été véritablement développé par la suite. Et en fait, tous ces modèles, là aussi, c'est simplement sur la base des données empiriques, tous ces modèles sont indiscutables avec le phénomène de base qu'on retrouve depuis 1904, et là aussi qui avait été mentionné par Gruber et par d'autres, c'est le fait que toutes les épreuves cognitives corrèlent positivement les unes avec les autres. Et donc c'est Spearman le premier qui a montré ça. Et cette corrélation positive entre toutes les épreuves, on lui a donné un nom, à ce moment-là, Spearman lui a donné un nom. En fait, il avait appelé ça, en fait, le positive manifold. Donc c'est la tendance positive à ce que toutes les épreuves corrèlent les unes avec les autres. Et donc ça, c'est indiscutable. Depuis quasiment, en fait, les premiers travaux, donc il y a plus de 100 ans, on observe, en fait, ce résultat. Il y a des petites exceptions. Et là aussi, ça fait référence à un point qu'il avait mentionné sur les animaux, en fait, en disant ici, il n'y avait pas de facteur, on verra qu'il n'y a pas de corrélation positive. En fait, il n'y a pas de corrélation positive si vous avez une réduction, en fait, de la population, s'il y a une trop grande homogénéité. Et en fait, par exemple, quand on a testé est-ce qu'il y a toutes les épreuves corrèlent dans une population étudiante, la réponse est non. Parce qu'en fait, tous les étudiants ont un niveau cognitif qui va être relativement élevé. Et donc la conséquence, c'est que ce qui va différencier les étudiants les uns et les unes des autres, c'est leur compétence sur certaines aptitudes plutôt que d'autres. Et donc à ce moment-là, on n'obtient pas en fait cette corrélation positive entre toutes les épreuves. Je reviendrai sur cette notion de positive manifold parce qu'en fait là aussi c'est la clé, et notamment pour comprendre ce qui a été présenté en fait dans les communications précédentes. Et donc du coup, à partir de là, on a cherché quand même à essayer de définir l'intelligence. Et donc, on a demandé à des experts dans les pays occidentaux, en fait, world, ça veut dire Western, Educated, Industrialized, Rich et démocratique. On a demandé à des experts occidentaux, en fait, de définir l'intelligence. On a fait ça à 2 reprises au cours de l'histoire, donc il y a eu des versions, en fait, en 87 et vous voyez en 2013. Les experts ne parviennent pas à un consensus sur une définition précise. Et là aussi, le terme de précis est important, ça veut dire qu'effectivement, ils ne définissent pas exactement les mêmes attributs psychologiques, notamment, en fait, l'ordre n'est pas toujours le même, où certains vont rajouter certaines composantes, certaines aptitudes, et d'autres vont rajouter d'autres aptitudes. Toujours est-il qu'ils se sont entendus sur une définition générale. Et là aussi, c'est repris, adapté je crois que Gruber avait présenté en fait cette définition. C'est que l'intelligence est une capacité mentale générale. Donc ça veut dire qu'en fait l'intelligence, c'est une unité, une structure unique. Et puis on a défini pour les pays occidentaux certaines composantes, telles que le raisonnement, et notamment en fait le raisonnement sur du matériel abstrait, la planification. Là aussi, la planification qu'on retrouve notamment en fait beaucoup chez les neuropsychologues, la résolution de problèmes, la pensée abstraite, la compréhension d'idées, et puis surtout en fait derrière l'idée générale, c'est la notion d'adaptation à l'environnement. Et donc la notion d'adaptation à l'environnement, en fait Marc en avait reparlé lors de la première présentation, c'est qu'effectivement Piaget avait défini, si on prend de manière générale l'intelligence, comme la capacité à s'adapter face aux problèmes auxquels on est confronté. Et en fait, on avait ça déjà chez Binet. Et là aussi, puisque Piaget avait eu des échanges avec Simon, qui était un des collaborateurs de Binet, on peut imaginer qu'effectivement, il repris cette perspective. Et donc, du coup, en fait, là aussi, c'est cette capacité globale donc, qui permet de comprendre et de résoudre des problèmes. Et en fait, la clé, elle est dans cette résolution face à des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et il est clair que ces problèmes, ils ne sont pas exactement les mêmes dans notre société, d'accord, avec tous les moyens technologiques et tous les éléments qu'on a, ou si vous vous retrouvez en fait dans un groupe en Asie ou ailleurs, où là, effectivement, les problèmes de la vie de tous les jours ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la conséquence, c'est que les comportements intelligents vont être différents. Alors il y a un des problèmes vraiment essentiels, là aussi, qui avait été discuté par, je crois que c'est toujours Gruber, c'est en fait cette notion de corrélation positive entre toutes les épreuves, et donc cette notion en fait de positive manifold. Et en fait, le cœur du problème et le cœur des échanges aujourd'hui, il est autour de cette question, comment interpréter en fait
les corrélations positives entre toutes les épreuves. Et là aussi, si vous avez assisté à la présentation de Gruber, vous avez vu qu'en fait, il est parti du facteur, ce qu'on va appeler le facteur G chez l'être humain, pour le faire au niveau de l'espèce animale. En fait, moi, je vais vous dire, ça n'a aucun sens. Je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, ça n'a aucun sens. Mais donc, toujours est-il que ces corrélations positives entre toutes les épreuves, qui ont été historiquement observées par Spearman en premier, Spearman va donner une explication, il va donner une interprétation psychologique sur pourquoi toutes les épreuves corrèlent positivement les unes avec les autres. Et il va nous dire, si toutes les épreuves corrèlent les unes avec les autres, c'est parce que derrière, il y a une source de variation commune à toutes les épreuves, et que la conséquence, c'est que cette source de variation commune, elle va venir influencer les performances de toutes les épreuves qu'on va présenter. Et donc pour lui, c'était le facteur général d'intelligence. Et en fait, dans sa logique, le facteur général représente ce qu'on appelle une variable réflective. En fait, simplement, je ne vais pas m'étendre sur la notion de variable réflective, mais en fait, une variable réflective, c'est une variable qui exerce une influence causale. Et c'est pour ça que j'ai mis à côté l'image du virus, en fait, pour simplement faire la comparaison, c'est que pour Spearman, en fait, le fait qu'il y ait des corrélations positives entre toutes les épreuves, c'est parce qu'il y a un virus de l'intelligence. Ce virus de l'intelligence, il l'appelle le facteur G. Et donc, son hypothèse, c'est que le facteur G va venir influencer toutes les tests. Et donc, c'est en fait cette idée de variable réflective causale. Et il va nous dire, OK, je vais faire une hypothèse sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme compétence psychologique qui serait en fait cette source de variation commune? Et il va nous dire, en fait, c'est la capacité à raisonner. En fait, il va proposer des termes, là aussi j'ai repris sa terminologie, c'est de dire que le facteur G représente des fonctions liées à ce qu'il va appeler l'éduction. Il ne manque pas de A, c'est l'éduction de corrélats et l'éduction de relations. En fait, c'est du raisonnement inductif et du raisonnement déductif. Et donc, du coup, Spearman va nous dire, voilà, ce qu'il y a de commun à toutes les épreuves, c'est la capacité à raisonner de manière inductive et déductive. Sauf que toutes les épreuves ne vont pas avoir la même composante. Et donc, du coup, il va nous dire, ben voilà, certaines épreuves vont avoir une saturation, enfin, une composante en facteur G plus importante, et d'autres, il y aura une capacité, en fait, de facteur G plus limitée. Et puis, il va faire une hypothèse biologique. Il va nous dire, qu'est-ce qui explique les différences entre les individus dans ces capacités à raisonner? C'est l'énergie mentale. Et en fait, Spearman va nous dire, voilà, il y a des personnes qui ont une très grande capacité d'énergie mentale. En ayant une grande capacité d'énergie mentale, ils vont pouvoir activer tout le cortex, si je vais à l'extrême, tout le cortex cérébral. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils vont pouvoir penser plus d'éléments en même temps. À l'inverse, il y a des personnes pour lesquelles l'énergie mentale sera plus limitée. Et donc, la conséquence, c'est qu'ayant une capacité d'énergie mentale plus limitée, ils ne seront pas dans la capacité de pouvoir effectivement activer toutes les régions cérébrales. Et donc, du coup, en fait, Spearman est le premier, en ayant observé, en fait, ces corrélations positives entre toutes les épreuves, à nous donner une interprétation complète, depuis les aspects psychologiques jusqu'aux aspects, en fait, en l'occurrence, biologiques. Pourtant, cette interprétation, et en fait, ce qu'il faut, là aussi, bien comprendre, c'est que personne ne critique et personne ne conteste ces corrélations positives entre toutes les épreuves. Et donc, en fait, le constat de ce positive manifold, il est indiscutable, je vous l'ai dit. Sauf que la question, en fait, centrale, ça va être la question de l'interprétation de ce que Spearman a appelé le facteur G. Et en fait, en 1916, Thomson avait déjà fait une critique en disant, mais en fait, pas du tout. S'il y a des corrélations positives entre toutes les épreuves, c'est pas parce qu'il y a une source de variation commune, c'est pas parce qu'il y a un virus de l'intelligence derrière, c'est parce qu'en fait, les épreuves impliquent des compétences qui se recouvrent en partie. Et donc de dire, ben voilà, dans toutes les épreuves, vous avez un peu d'attention, il y a un peu de mémoire de travail, il y a un peu de vitesse, il y a un peu de compréhension, un peu de raisonnement. Et donc du coup, en fait, pour Thomson, ben, l'idée des corrélations positives, elle provient simplement du fait que toutes les épreuves vont faire appel à des ressources qu'on va retrouver. Et donc, en fait, son idée, c'est de dire que c'est ce qu'il appelait un modèle d'échantillonnage. Vous avez un échantillon d'aptitude qui se recouvre. Et donc, la conséquence, c'est que pour Thomson,
le facteur G n'est pas une source ne traduit pas en fait une source de variation commune, mais simplement le recouvrement entre les tâches. Et il y a eu un débat extrêmement important à travers les articles entre Spearman et Thomson, et à ce moment-là, en fait, c'est Spearman qui l'emporte. Et on va abandonner complètement la position de Thomson, qui va disparaître. Et en fait, la position de Thomson, elle va être récupérée, mais à partir des années 2009-2010. On va effectivement voir dans les modèles suivants que je vais vous présenter le retour indirectement du modèle de Thomson. Et en fait, ceux qui vont récupérer ça, c'est en fait notamment Kovacs et Conway, qui ont proposé une même idée en fait que celle de Thomson, en considérant qu'effectivement, il y a différents attributs, différentes compétences qui interviennent dans les épreuves, dans toutes les épreuves qu'on présente. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, comme vous avez toujours un peu de mémoire de travail, un peu d'attention, un peu d'inhibition, et du coup, effectivement, les épreuves corrèlent parce que vous retrouvez toujours un peu de mémoire de travail, un peu d'attention, un peu d'inhibition. Et en fait, là aussi, ce qui va être un point extrêmement important dans leur modèle, c'est qu'ils vont renverser la proposition de Spearman, abandonner la lecture réflexive, donc je voulais dire abandonner la lecture causale proposée par Spearman, et vont considérer à l'inverse que ce facteur G, d'accord, on va reprendre la même terminologie que celle de Spearman, mais en fait le facteur G représente une variable qu'on va appeler une formative. Et donc vous avez d'un côté les variables réflectives, causales, et puis de l'autre côté en fait les variables formatives, qui signifient simplement que le facteur G, il est formé, à partir de ces différentes compétences psychologiques que seraient la mémoire de travail, la vitesse, l'inhibition, etc., etc. Et donc de dire, il n'y a pas de cause, c'est pas une cause, c'est simplement qu'on a des corrélations, effectivement, et puis on a une entité qu'on continue d'appeler le facteur G, mais qui pourrait simplement provenir du recouvrement de nouveau. Et donc on va retrouver ici le modèle de Thomson. Et puis avant le modèle de Kovacs et Conway, on avait en fait Van der Maas et collaborateurs, qui sont des Néerlandais, qui eux avaient proposé déjà un modèle qui s'inscrivait un peu dans cette perspective, qui est le modèle mutualiste, qui s'appelle le modèle mutualiste de l'intelligence. Et eux vont même plus loin, c'est qu'ils font l'hypothèse que le facteur G n'existe pas. Parce qu'en fait, ils vont considérer que le facteur G représente une propriété qui émerge à partir des interactions entre les processus cognitifs. Et donc là aussi, pour que c'est peut-être un peu plus clair, le modèle complet de Van der Maas, c'est tout ça, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste cette partie-là. Ce que va nous dire Van der Maas, c'est de dire, voilà, à la naissance, l'enfant a des processus cognitifs. Ces processus cognitifs, pour Van der Maas, sont indépendants les uns des autres. Et donc, du coup, de dire, par exemple, ici, vous pourriez avoir, en fait, ici, la mémoire de travail, ici, une capacité à raisonner, etc., etc. Ils sont, à la naissance, indépendants les uns des autres. Et en fait, par Van der Maas, petit à petit, en fait, il va y avoir des interactions entre ces processus cognitifs qui vont conduire au fait que le développement, par exemple, de la mémoire de travail va influencer les capacités à raisonner. Donc, du coup, en fait, il y a un sens, une direction causale de la mémoire de travail vers le raisonnement. Mais vous allez avoir des phénomènes inverses qui vont dire le raisonnement, en améliorant le raisonnement, ça améliore la mémoire de travail. Et en fait, leur idée, elle est là, c'est de dire que puisque tous ces processus cognitifs vont s'influencer les uns sur les autres de manière réciproque, à ce moment-là, vous allez avoir effectivement l'apparition de corrélations. Et en fait, les corrélations entre toutes les épreuves, en fait, va traduire ce positive manifold, mais pour Van der Maas, le facteur G n'existe pas. Ça n'est qu'une propriété émergente, c'est une espèce d'artefact statistique qui est lié simplement au fait qu'effectivement, les processus cognitifs sont corrélés les uns avec les autres. Et donc, en fait, la perspective dominante, elle est dans cette direction aujourd'hui, que ce soit dans le modèle de Van der Maas ou dans le modèle de Kovacs et Conway, mais en fait, globalement, la plupart acceptent l'idée que le facteur G n'existe pas, et que le facteur G n'est qu'une conséquence des corrélations entre toutes les épreuves, mais que le facteur G, contrairement à ce que Spearman nous disait, le facteur G n'est pas un attribut psychologique, n'est pas une compétence particulière, c'est simplement le recouvrement, en fait, de différents attributs. Et donc là, une conséquence pratique, c'est qu'en réalité, le facteur G,
il n'a pas d'interprétation d'un point de vue psychologique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir séparer la partie statistique et la partie, là aussi, psychologique. Le dernier point que je voulais mentionner, et qui, là aussi, est en référence à ce qui a été mentionné dans une précédente communication, c'est que le facteur G, il découle, en fait, d'analyses statistiques. Et en fait, l'analyse statistique qui est à l'origine de la mise en évidence du facteur G, c'est ce qu'on appelle des analyses factorielles, ou, dans certains cas, en fait, des analyses en composantes principales. Et les deux sont des choses différentes. Là aussi, contrairement à ce qui a été indiqué, c'est pas du tout la même chose. Mais donc là aussi, l'analyse factorielle, ce qu'elle a pour objectif, c'est d'identifier des traits qui expliquent les différences individuelles. Donc ce que j'ai besoin de comprendre, c'est pourquoi un individu qui a de bonnes performances sur un test a tendance à aussi présenter de bonnes performances sur un deuxième test. C'est ce que fait le positive manifold, et c'est ce que va nous mettre en évidence les analyses factorielles. Et en fait, en utilisant les analyses factorielles, Spearman nous dit, il y a un seul facteur, il y a une seule composante, et cette composante, il lui a donné, en fait, le nom de facteur G. Mais en fait, c'est simplement une variable mathématique. Et donc, en fait, l'analyse factorielle, ce qu'elle nous produit, c'est une méthode statistique, donc ce qu'elle nous produit, c'est un résultat statistique. Et à partir de là, en fait, ce qu'a fait Spearman, et que je vous ai expliqué, c'est que lui va donner, en fait, une interprétation psychologique, et va faire ce qu'on fait le plus souvent en psychologie, une réification, c'est-à-dire qu'il va passer d'une entité mathématique à une entité psychologique. Et son entité psychologique, c'était l'éduction de relations et l'éduction de corrélats. Sauf qu'aujourd'hui, cette perspective, c'est fini. Et donc le facteur G n'est pas une entité, n'est pas une compétence, n'est pas une aptitude cognitive, c'est simplement, en fait, il est formé à partir de différentes aptitudes cognitives qui corrèlent les unes avec les autres. Et donc la conséquence, c'est qu'il est très clair aujourd'hui pour tout le monde qu'il faut séparer ce qui va être un G statistique, qu'on appelle un G psychométrique, et un G psychologique. Et donc le facteur G d'un point de vue psychologique, ça n'est pas simplement, en fait, un facteur G statistique, et donc il faut séparer les deux. Et puis il y a un dernier problème, ça dépasse ici, qui est posé par ces analyses statistiques, et que les gens, en fait, une partie, c'est facile de faire des corrélations, c'est facile de faire des analyses factorielles, en fait, en appuyant sur les boutons, mais en fait, ce que les gens oublient dans certains cas, c'est que ce que fait l'analyse factorielle, c'est de nous expliquer, comme j'ai indiqué ici, de nous expliquer, en fait, les différences interindividuelles, entre les individus. Et puis à partir de là, ce qu'on fait en psychologie, puis surtout en clinique, mais tous les jours, c'est qu'on applique ce qu'on a observé à partir des différences entre les individus au niveau de chaque individu. Et donc du coup, en fait, là aussi, si on reprend le facteur G, et puis ce qui a été dit dans d'autres présentations, en fait, c'est de considérer que le facteur G, il est issu des différences entre les individus, et dans la logique de la psychologie dominante aujourd'hui, on fait l'hypothèse que le facteur G existe pour chaque individu du groupe. Or, en réalité, on sait que ce n'est pas vrai. On sait parfaitement, en fait, que ce qui explique les différences entre les individus n'explique pas, en fait, ce qui se passe au niveau d'un seul individu. Et en fait, c'est une notion qui a été introduite en psychologie par Peter Molnar, c'est la notion d'ergodicité. En fait, cette notion d'ergodicité, elle indique que ce qu'on a observé au niveau du tout est valable pour chaque élément du tout. Et là, ce n'est pas vrai. Et donc, en clinique, on fait ça tous les jours. On a en fait des structures factorielles, et puis ces structures factorielles qui sont le produit des différences individuelles, on l'applique au niveau intra-individuel, mais là aussi, il faudrait garder à l'esprit qu'en réalité, probablement pour cet enfant, ça n'existe pas. Et que ces facteurs ou ces aptitudes, en fait, en réalité, ne sont pas présents. Et donc la conséquence, là aussi, c'est qu'on a de plus en plus l'idée que ce qu'on appelle des variables latentes en psychologie, qui sont issues de ces modèles, ces analyses factorielles, qui sont pensées, en fait, qui sont conceptualisées dans une logique réflective, c'est-à-dire dans une logique causale, en termes de virus, d'accord ? Et en fait, Bill Revel, qui est l'un des plus grands psychométriciens aujourd'hui, un grand spécialiste de la personnalité, a écrit en 2024 que les variables latentes, d'accord,
Et l'interprétation de ces variables issues des analyses factorielles, ce sont des fictions. D'accord ? Et en fait, des fictions utiles, pour lui, en fait, c'est-à-dire ça nous a été utile, c'est utile, sauf que vous preniez l'intelligence, le facteur G, ou l'intelligence émotionnelle, ça c'était pour faire un lien avec la présentation de la semaine dernière, ne sont que des fictions. En fait, son titre, à peu près, c'est de dire, voilà, croire en ces variables latentes, et donc croire au facteur G, croire à l'intelligence émotionnelle, ça revient à dire que vous pensez qu'effectivement, c'est les lapins de Pâques qui vont vous amener le chocolat, quoi. Et donc, du coup, il faudra à un moment donné s'arrêter. La position de Revel et d'autres, c'est de dire qu'il faut arrêter. Il faut partir dans une logique qui est plutôt compatible avec celle de Van der Maas et de considérer qu'effectivement, c'est parce qu'en fait, tous les tests impliquent des aptitudes similaires, qu'il va y avoir un recouvrement et qu'il va y avoir des corrélations entre les différentes épreuves. Alors du coup, la deuxième partie, c'est les mythes sur la mesure de l'intelligence et son utilité. Et donc là aussi, j'aurais posé différentes questions. L'intelligence est trop complexe pour être mesurée par des tests. Donc en fait, ici, ils sont d'accord, vous voyez, à 61%. Quand je leur demande, mais en fait, est-ce que n'importe quel test, ensemble de tests, permet de mesurer l'intelligence? Là, ils sont d'accord à 3%. Donc en fait, il y a une bonne partie qui dit qu'on ne peut pas mesurer l'intelligence, mais en même temps, en fait, ils ont l'idée que ce n'est pas n'importe quel test qui permettrait d'évaluer l'intelligence. Et puis, j'aurais dit, parce qu'en fait, c'est comme là où on va d'un point de vue clinique et d'utilisation des tests d'intelligence, c'est l'intelligence est trop complexe pour être résumée par un seul score, le QI total. Vous voyez qu'ici, ils sont d'accord à 93%. Donc globalement, en fait, vous avez une critique massive du QI total et donc en l'occurrence, en fait, de sa pertinence et de son utilité. Et donc, il faut répondre à ces différents éléments, à ces différentes propositions. La première, je vous dis, c'est que l'intelligence, ou plutôt les comportements intelligents, sont définis dans et par une culture. Ce ne sont pas les psychologues qui ont déterminé que l'intelligence, c'était en fait, dans nos sociétés, c'était en fait du raisonnement, de la compréhension, de la mémorisation, de la vitesse de traitement. En fait, ce sont les exigences au niveau scolaire, au niveau du fonctionnement de nos sociétés, qui met l'accent sur ces capacités à raisonner de manière abstraite. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les tests, ils évaluent ses compétences. Et donc, en fait, ce qu'on a créé dans les tests d'intelligence, c'est simplement, en fait, des tests qui permettent d'évaluer les aptitudes cognitives qui sont mises en évidence, qui sont mises en avant dans notre culture, dans notre société. Si demain, notre société, elle change, et si demain, en fait, l'intelligence ou les comportements intelligents, ce sont les personnes qui courent le plus rapidement sur un 100 mètres, et bien en fait, on changera les tests d'intelligence et on fera courir les enfants sur 100 mètres. Et donc, en fait, dès le départ, dès Binet en 1905, ce qu'ils cherchent, c'est mettre en relation avec l'école et avec ce qu'on demande à l'école. Et en fait, les tests aujourd'hui ne font que ça. C'est de dire, OK, à l'école, vous avez les capacités à raisonner, dès les premières années enfantines, de plus en plus tôt même. Vous avez les capacités de compréhension verbale, avec des catégories, etc., et de la compréhension de mots. Et bien, en fait, les tests d'intelligence ne font que la même chose. Parce qu'en fait, là aussi, l'un de leurs intérêts, je vais y revenir après, c'est de pouvoir justement montrer qu'il y a des relations entre les résultats des tests d'intelligence et puis d'autres éléments extérieurs. Et puis donc, le dernier point, c'est la critique sur le QI total. Là aussi, ce qu'il faut revenir, c'est sur le fait que toutes les épreuves corrèlent positivement. Et donc, à partir du moment où toutes les épreuves corrèlent positivement, on peut parfaitement, en fait, les sommer, les additionner, et puis créer un score unique. Parce qu'en fait, ce score unique, il donnera une indication, en fait, des différences individuelles, et donc, du coup, de pouvoir dire, voilà quel est le niveau. Et en fait, pour Wechsler, donc, qui est le constructeur, qui est le premier constructeur en 1939 des tests qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Pour Wechsler, il est très clair que d'un point de vue théorique, ce qu'il veut évaluer, c'est le facteur G. Donc en fait, il connaît les travaux de Spearman, il connaît en fait cette interprétation du facteur G, et ce qu'il veut, c'est avoir un score qui soit calculable enfant par enfant. Parce que le facteur G, je vous l'ai dit, c'est les analyses factorielles, au niveau clinique, c'est infaisable. Donc la conséquence, c'est qu'il fallait trouver un autre score qui soit un espèce de proxy du facteur G. Et en fait, Wechsler nous dit, voilà, je vais proposer le QI total. Et donc le QI total, c'est un score maintenant
qui est calculable au niveau intra-individuel, c'est-à-dire enfant par enfant, ou adulte par adulte. Et puis, du coup, pour Wechsler, le calcul du QI total, le score du QI total, c'était l'indication, en fait, du facteur G. Et donc, il avait une base théorique pour justifier, en fait, de pourquoi calculer le QI total. Mais là aussi, sur le QI total, il y a un certain nombre d'imprécisions ou de confusions sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est qu'en premier lieu, le QI total, c'est un score. C'est pas un test. Et donc là aussi, on entend régulièrement, y compris les psychologues, dire il y a un test de QI. Non, en fait, le QI, ça n'est qu'un score. Et donc la conséquence, c'est que vous pouvez calculer le QI sur n'importe quoi. Je veux dire, vous prenez un test, la métrique, le QI, c'est une moyenne de 100 en écart type de 15. Et bien, vous créez en fait une métrique avec 100 et 15, et puis vous avez un score de type QI. Et donc c'est simplement en fait un score, c'est simplement un score. Ce score est considéré, on va voir pourquoi dans la diapositive suivante, comme une estimation du niveau de fonctionnement cognitif général. Et donc là, on revient sur la définition que j'ai montrée initialement, c'est qu'en fait, on définit l'intelligence comme étant une aptitude mentale globale. Et donc le QI total, c'est l'indication, en fait, c'est la traduction de ce niveau, en fait, de fonctionnement cognitif général. Sauf que, là aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le QI est une mesure relative. C'est-à-dire, en fait, que tout ce qu'on peut faire, c'est définir la place d'un individu par rapport aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on a une distribution normale. Et en fait, ce que va faire le QI total, c'est simplement vous dire quelle est votre position relativement aux autres personnes de votre groupe d'âge. Et donc, si vous êtes ici, vous êtes dans la moyenne, mais si vous êtes ici, vous avez un QI élevé, parce qu'en fait, vous présentez de meilleures performances que la plupart des individus de votre groupe d'âge, et puis si vous êtes ici, vous présentez de moins performances. L'autre élément important à rappeler, c'est qu'en fait, le QI est une échelle ordinale. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, c'est ordonner les individus les uns par rapport aux autres, mais en fait, ce n'est pas une échelle d'intervalle. Et donc la conséquence, c'est que si vous avez deux enfants, par exemple, qui ont une différence de 10 points entre 70 et 80, et deux enfants qui ont 100 et 110, vous avez dans les deux cas 10 points d'intervalle entre les deux, sauf que ces 10 points, en fait, ils ne traduisent pas du tout la même chose d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Et que 100-110, vous pouvez passer, en fait, 70-80, effectivement, là, il va y avoir des conséquences importantes, parce qu'à 70, on est dans la zone du handicap intellectuel. À 80, on s'est quand même éloigné de cette zone. Et puis, du coup, là aussi, par rapport à cette distinction réflectif-formatif, donc du coup, en fait, on conceptualise aujourd'hui le QI total comme un score formatif. C'est-à-dire que le QI total n'est que la somme de différentes épreuves, et donc du coup, c'est la somme de différentes aptitudes intellectuelles. Et donc on va mettre un peu de verbal, un peu de raisonnement, un peu de mémoire de travail, un peu de vitesse de traitement, un peu de visualisation. Donc on va mettre des composantes qui sont liées à la définition en fait, qu'on a adoptée en fait, dans notre contexte socioculturel. Et donc tout ce qu'on a, c'est simplement cet amalgame, ce score composite, qui nous permettent à ce moment-là d'avoir une estimation du fonctionnement cognitif. Et donc ça n'est là aussi qu'un résumé statistique. Et donc on doit abandonner la lecture qui était celle de Spearman, et initialement celle de Wechsler, pour considérer que ça n'est qu'un résumé statistique. Et donc on s'inscrit à ce moment-là plutôt dans la perspective de Kovacs et Conway ou de Van der Waals. Alors une des critiques là aussi qu'on entend régulièrement, c'est la mesure de l'intelligence n'a d'intérêt que sur le plan académique, elle n'a aucun intérêt pratique sociétal. Et en fait là aussi le terme qui est souvent avancé, c'est la notion en fait de validité écologique. Alors la validité écologique, d'un point de vue psychométrique, ça n'existe pas. Déjà en fait, on peut bannir ce terme, parce que de toute façon, en fait, ça ne fait pas partie des classements qu'on utilise. Et donc, du coup, ici, ils sont d'accord à 20%. Où on a, en fait, là aussi, je n'aurais pas proposé cette question, mais là aussi, c'est ce qu'on entend de temps en temps, les tests d'intelligence ne mesurent que la capacité d'une personne à réussir des tests d'intelligence. Autrement dit, l'idée, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir une bonne performance dans les tests d'intelligence, mais en fait, c'est vrai ici, dans le laboratoire, avec les tests qu'on vous a fait passer. Et en fait, le premier qui avait dit ça, c'est Boring dans un article en 1923. Et c'est pas Binet, parce que les Français ont récupéré en disant c'est Binet qui a dit ça, mais en fait c'est Boring, et qui avait écrit un papier en disant voilà, l'intelligence, c'est ce que les tests testent. C'est tout. Et puis, vous voyez que Van der Waals, le même dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2014, avec ses collaborateurs, nous dit en fait l'intelligence, c'est vraiment ce que les tests d'intelligence mesurent sérieusement. Et là aussi, je vais vous expliquer en fait pourquoi, effectivement, sérieusement,
une partie, ils ont raison. Alors en fait, il va falloir mettre une limite, mais ils ont en partie raison sur le fait que l'intelligence, c'est ce que mesurent nos tests. Parce qu'en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'intelligence, c'est, je vous l'ai dit, un concept. C'est un construit qu'on a créé, simplement pour mettre ensemble ces différentes aptitudes. Et la conséquence, c'est que l'intelligence, mais comme la plupart des autres attributs, d'autres dimensions en psychologie, c'est un objet social, d'accord ? Et en fait, l'objectif, depuis Binet, l'objectif d'un test d'intelligence, c'est simplement de pouvoir dire, est-ce que cet enfant, il a des difficultés cognitives ? Et en fait, en 1905, quand Binet fait ça, son objectif, c'est le diagnostic de l'arriération mentale. Il veut séparer, en fait, les enfants qui présentent une arriération mentale des enfants qui n'en présentent pas. Et puis, au sein de l'arriération mentale, ce qu'il veut, c'est séparer, en fait, les idiots, les imbéciles et les débiles, qui était la terminologie à l'époque. Et donc, en fait, c'est véritablement, ça s'inscrit, donc le développement de son échelle s'inscrit dans une perspective sociale et sociétale. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on continue de faire avec les tests d'intelligence, c'est simplement de répondre à cette demande sociétale. Est-ce que cet enfant dispose des compétences cognitives pour suivre l'éducation scolaire ordinaire ou pas ? Et donc, alors, je vais revenir sur les aspects de la pathologie, mais en fait, c'est une fonction sociétale. Et donc, du coup, il n'y a pas de construit, il n'y a pas de réalité. On s'est entendu sur le fait que l'intelligence, c'était ça, et puis on s'entend sur le fait que ça répond à une demande de dire est-ce que cet enfant présente des difficultés. Et en fait, le problème qu'on a avec l'intelligence, ce n'est pas un problème qui est spécifique à l'intelligence. Parce qu'en fait, toutes les théories psychologiques sont des théories qu'on accepte comme faibles. D'accord ? Dans le sens où, en réalité, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, ils ont en partie raison, c'est qu'en fait, vous pouvez réfléchir à n'importe quelle, pour ceux qui sont en psycho, dimension psychologique, comment fait-on pour mesurer un attribut ou une aptitude cognitive ? C'est qu'on part, en fait, d'aspects concrets. Et puis on dit, l'anxiété, ça doit être un peu ça. Donc je mets un peu ça. D'accord ? Et puis c'est parce que vous avez mis ça que vous définissez que ça évalue l'anxiété. D'accord ? Mais donc du coup, en fait, ce qu'on fait en réalité à travers tous les tests ou tous les questionnaires, c'est simplement partir des données empiriques, de ce qu'on a observé, et puis à partir de là, on remonte en disant, voilà, en fait, quel est l'attribut psychologique, la dimension plus globale. Et donc, en fait, la difficulté, et c'est de plus en plus annoncé maintenant, c'est que le problème en psychologie, c'est en fait les concepts. Et donc, on a besoin de clarifier ces concepts. Et puis, certains vont plus loin en disant on a besoin de reclarifier les fondements philosophiques. Et notamment, on est parti sur les perspectives de Descartes, on est parti en fait sur les perspectives empiristes, réalistes. Et en fait, là aussi, peut-être qu'il faut en tout cas questionner, voire même remettre en question ces perspectives et ces fondements. Et puis, le dernier point qui était avancé là aussi par différents auteurs, c'est de dire qu'en psychologie, on a un problème supplémentaire, c'est que nos concepts sont issus du langage de la vie de tous les jours. D'accord ? En fait, vous pouvez discuter dans la rue, en fait, l'anxiété, tout le monde a une idée. Si vous discutez avec un physicien, il n'y a personne dans la rue qui va vous parler d'électrons, quoi, je veux dire. Et donc, en fait, la conséquence et la position de certains de ces auteurs, c'est de dire qu'il faudrait, en fait, qu'on abandonne la sémantique et les termes qu'on utilise dans la vie quotidienne pour passer véritablement sur des termes techniques. Et c'est en fait, si on passe à des termes techniques, à ce moment-là, peut-être, ça permettra de clarifier, en fait, les dimensions qu'on évalue. Mais donc, en fait, ici, on a un problème théorique sur l'évaluation de l'intelligence, et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, Van der Maas a raison. Les tests d'intelligence évaluent, effectivement, l'intelligence, mais parce qu'en fait, derrière, on n'a pas de théorie suffisamment solide sur ce qu'est l'intelligence, et de manière à pouvoir l'évaluer indépendamment, en fait, des instruments qu'on a créés pour ça. Alors, il y a malgré tout, en fait, une limite à ça, c'est que l'intelligence, ou en tout cas le QI, corrèle avec un très grand nombre de variables externes. Et donc ici, j'ai repris le tableau proposé par Warne. Et donc, vous avez ici, en fait, par exemple, la corrélation avec la réussite scolaire, une partie ici, qui varie, là aussi, c'est une fourchette parce que ça varie selon les études, et selon les groupes d'âge, en plus, ça varie entre 0,35 et 0,70. C'est ce qui permet de dire le QI est un bon prédicteur de la réussite scolaire. Le QI corrèle ici avec la performance au travail. Et donc, du coup, c'est ce qui permet de dire le QI est un bon prédicteur de la réussite professionnelle. Et donc, en fait, ces deux éléments, vous voyez que s'inscrivent bien dans une fonction sociétale du QI,
À quoi me sert d'évaluer le QI total? C'est en fait de pouvoir faire une prédiction sur la possibilité qu'a un enfant de pouvoir faire les apprentissages scolaires et au niveau du travail, de pouvoir à ce moment-là réussir au niveau du travail. Sauf que la créativité, je pense que là aussi, Maud Besançon viendra en fait sur la dernière présentation. Sauf ce qu'on oublie, là aussi, c'est qu'une corrélation, c'est pas nécessairement une causalité. Et donc là, on a plein d'exemples sur le fait que, à chaque fois on redonne, sur le fait qu'en Alsace, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une corrélation positive entre le passage des cigognes et le taux de natalité. Et donc on se retrouve dans plein de situations où il y a des corrélations positives, sauf que le travail des psychologues à ce moment-là, c'est de réfléchir sur pourquoi, en fait, ou d'où pourrait provenir cette corrélation positive. Et donc ça veut dire qu'on doit s'inscrire à ce moment-là dans cette logique réflexive, dans cette logique causale, pour dire, en fait, effectivement, qu'est-ce qui expliquerait la corrélation entre l'intelligence, le QI, et la réussite scolaire? En fait, la réponse, c'est de dire, le QI total, comme l'école, sollicite des aptitudes cognitives similaires. Et donc, la conséquence, c'est que les enfants qui réussissent bien dans le test d'intelligence et donc qui ont un QI élevé, ont des bonnes performances scolaires. Et puis, l'inverse. Mais en fait, on a des corrélations, par contre, qui ne veulent rien dire. Et l'exemple d'une corrélation qui veut rien dire, c'est la corrélation, en fait, ici, entre le QIT et le statut, enfin, le milieu socio-économique. Parce qu'en fait, le milieu socio-économique, il est calculé en mettant plusieurs scores ensemble. Et donc, d'où provient la corrélation entre le milieu socio-économique et le QI total? J'en sais rien. Personnellement, je ne sais pas. J'ai pas de variable latente, même en continuant d'accepter l'idée de variable latente, mais j'ai pas d'hypothèse sur quelles pourraient être les aptitudes ou les attributs qui expliqueraient en fait la corrélation entre le QIT et le milieu socio-économique. Parce que le milieu socio-économique est une variable formative. Et donc à partir du moment où vous avez une variable formative, il ne peut pas y avoir de logique réflexive et de logique causale. Et donc là aussi, c'est un des problèmes au sein de la psychologie, c'est qu'en fait on a tendance à oublier qu'effectivement la corrélation n'a de sens que si on peut lui donner une direction, une causalité. En dehors de ça, vous pouvez calculer la corrélation entre tout ce que vous voulez, ça peut marcher, sauf qu'en fait ça n'apportera rien du tout, parce que derrière ça ne nous donnera pas d'indication sur pourquoi en fait il pourrait y avoir une corrélation. Alors, un mythe là aussi important, c'est le mythe sur la stabilité de l'intelligence. Et donc, on peut regarder ce qui se passe au niveau de l'intelligence, avec l'idée que l'intelligence a augmenté au travers des générations et diminué depuis les années 90-2000. En fait, ça, c'est lié à ce qu'on a observé, là aussi, depuis quasiment 1930 et après 1980. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. C'est que lorsqu'on compare les générations, les performances entre les générations au travers, justement, de l'histoire, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une augmentation des performances dans les tests d'intelligence au travers des générations. Autrement dit, lorsqu'on regarde, qu'on compare en fait quelqu'un qui est né en 1940, pour qu'il soit vivant, et puis quelqu'un qui serait né en 2000, ce qu'on constate le plus souvent, c'est effectivement de meilleures performances pour les personnes nées en 2000. Et puis les Scandinaves nous ont dit, à partir de leur étude en fait, sur les conscrits en fait, à l'armée, que ce soit en Finlande, Suède, dans différents pays scandinaves, ce qu'ils ont constaté, en fait, c'était une diminution des performances cognitives. Et en fait, une des conclusions qui avait été donnée, c'est nous serions maintenant plus bêtes que la génération, en fait, il y a même 15 ans, 20 ans. Et il y a eu beaucoup, en fait, à un moment donné, il y a eu beaucoup en fait, d'émissions ou même de journalistes qui se sont émus. Parce qu'en fait, l'idée derrière cette question de la stabilité, c'est de dire que peut-être qu'effectivement, l'augmentation de l'intelligence, en tout cas des performances intellectuelles, aurait permis le développement technologique et le développement économique, mais que si nous serions en train d'être de plus en plus bêtes, à ce moment-là, il pourrait y avoir une chute au niveau développement technologique et développement économique. Et leur crainte, elle est là, c'est de dire que si effectivement les capacités cognitives baissent, à ce moment-là, ça pourrait avoir des répercussions. Sauf que, à ce moment-là, ce qu'on oublie de raconter, c'est que des variations autour du QI total ne signifient pas des variations sur l'intelligence. Le QI total, c'est un indicateur des capacités cognitives à un moment donné de l'histoire. Et en fait, on a parfaitement observé que les processus cognitifs, mais même dans notre culture,
ont changé au travers de l'histoire. En fait, l'exemple, qui est toujours un exemple pris comme référence, c'est qu'il y a encore 50 ans, le raisonnement, d'accord, était valorisé, mais c'était du raisonnement concret. Aujourd'hui, le raisonnement qui est valorisé, c'est du raisonnement abstrait. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, on continue d'évaluer le raisonnement, sauf qu'on n'est plus en train, effectivement, d'évaluer le même type de raisonnement, et que donc on a, effectivement, des changements qui surviennent en fonction du contexte, en l'occurrence, en fait, du contexte temporel. Et puis surtout, là aussi, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas donner trop de crédit à cette augmentation et à cette éventuelle diminution des performances cognitives au travers du temps, parce qu'en fait, Jensen, qui est un psychologue fameux dans le domaine de l'intelligence, avait fait cette lecture en disant, voilà, si on a fait passer à Aristote un test d'intelligence, d'accord, et qu'on descendait, d'accord, donc on fait une espèce d'extrapolation linéaire, mais du coup, dans le sens de revenir en arrière, en fait, Aristote aurait un QI de moins 1000, d'accord. Or, en fait, Aristote, là aussi, d'après ce qu'on a pu estimer, puisque c'est des espèces d'estimation, il a au moins 150, 160, d'accord. Et donc, du coup, là aussi, c'est-à-dire ces comparaisons intergénérationnelles, en réalité, elles sont limitées et il ne faut pas leur donner plus de signification qu'elles n'en ont. D'autant plus, et ça, c'est le point que les psychologues doivent amener dans cette discussion, parce qu'elle revient régulièrement, c'est qu'en fait, ça repose sur les tests qu'on utilise majoritairement, qui sont les échelles de Wechsler. Et ces échelles de Wechsler, elles ont changé, elles ont été modifiées, en fait, au cours de leur révision. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, elles s'appellent toujours échelles de Wechsler, elles peuvent avoir toujours les mêmes intitulés, mais en fait, en réalité, elles sont différentes. Donc du coup, cette question de la stabilité au travers des générations, en réalité, on peut la mettre de côté. Et donc en fait, il y a 100 ans, ils n'étaient pas avec un handicap intellectuel, d'accord ? Et puis, dans 100 ans, ils seront pas... Enfin, nous, on ne sera pas dans une déficience intellectuelle par rapport à eux. En fait, cette question de la stabilité, elle a été mise, et souvent, en fait, elle est véhiculée en disant, voilà, le QI des individus reste stable tout au long de la vie. Et avec cette idée, en fait, qui a été là aussi véhiculée par Wechsler et d'autres, de dire que on naîtrait, en fait, avec un quotient intellectuel, et puis on mourrait avec. En réalité, là aussi, c'est pas si simple, parce qu'il faut distinguer, est-ce que vous travaillez sur les différences entre les individus, et comment les individus évoluent les uns par rapport aux autres, ou est-ce que vous travaillez, vous regardez au niveau intra-individuel, c'est-à-dire personne par personne. Parce qu'en fait, si on regarde au niveau inter-individuel, l'étude qui fait référence, c'est une étude qui a été conduite en Écosse, où ils ont retrouvé en fait les données des enfants, en fait, parce que l'Écosse faisait passer un test d'intelligence, qui était le Murray House Test, que vous avez ici, à tous les enfants à 11 ans, d'accord ? Ils ont retrouvé la liste des enfants et ils ont réadministré en fait le même test aux mêmes personnes, enfin en tout cas un échantillon qu'ils ont retrouvé, lorsque ces mêmes personnes avaient 90 ans. Donc ce sont les mêmes individus qui ont passé une fois, en tout cas on a le score lorsqu'ils avaient 11 ans et en fait le score lorsqu'ils avaient 90 ans. Et en fait dans cette situation, Deary, qui est le responsable, calcule la corrélation, 0,67. Autrement dit, dans cette situation, à 80 ans d'intervalle, on a en fait une bonne stabilité des différences interindividuelles, qui signifie en fait que les enfants les plus intelligents, enfin en tout cas ceux qui avaient les meilleures performances, sont en fait ceux et celles qui ont les meilleures performances à 90 ans. Et que celles et ceux qui avaient les performances les plus basses à 11 ans ont tendance à être les individus qui présentent les performances les plus faibles à 90 ans. Et en fait, quand on parle de stabilité de l'intelligence, généralement, ce qu'on a en tête, c'est ça, c'est de dire, voilà, les différences entre les individus, elles restent globalement stables au travers du développement, c'est vrai. D'accord ? Sauf que, si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau, cette fois-ci, intra-individuel, donc individu par individu, donc ce qui a été fait, d'accord, en disant, OK, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus simplement quelle est la position d'un individu par rapport aux autres, mais c'est de dire, est-ce que l'enfant est resté au même niveau, d'accord, ou est-ce qu'un adulte est resté au même niveau ? Et en fait, cette question, elle est abordée à travers, là aussi, la même logique, hein, c'est des études longitudinales, et puis elle est surtout associée à l'analyse du profil cognitif, qui est considéré en fait comme le Graal pour les psychologues. Tous les psychologues qui font des bilans cognitifs, leur objectif, c'est d'avoir un profil cognitif pour identifier ce qu'on appelle des forces ou des faiblesses.
Et donc, en fait, en disant, voilà, si j'identifie le fait que cet enfant présente une faiblesse, alors ça veut dire qu'il va falloir le faire travailler là-dessus. Et puis, si au contraire j'ai une force, à ce moment-là, en fait, je vais essayer de renforcer ça. En fait, le problème, c'est que ces profils sont instables dans le temps. Autrement dit, la conclusion au niveau intra-individuel, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de stabilité intra-individuelle suffisante, en tout cas d'un point de vue clinique. Et donc, vous pourriez très bien arriver à la conclusion qu'un enfant présente une faiblesse à un moment donné, vous avez observé cette faiblesse, mais qu'en réalité, il s'agit d'un faux positif. Et donc, du coup, cette faiblesse, vous ne la retrouverez pas, en fait, dans 15 jours, dans 3 semaines. Et puis, à l'inverse, vous pourriez dire, voilà, cet enfant a de bonnes compétences, ou de bonnes performances sur cette aptitude cognitive, et puis, de nouveau, en fait, ne pas retrouver la même chose dans le mois ou l'année qui suit. Et donc, la conséquence, là aussi, c'est qu'il y a un mouvement de plus en plus important, qui part des États-Unis, qui est de considérer qu'il faudrait arrêter. Alors ça, c'est plutôt une perspective clinique, mais de dire qu'il faut arrêter avec l'interprétation du profil, et puis arrêter, en fait, avec ces lectures en termes de force et de faiblesse, parce que de toute façon, elles sont tellement instables qu'en réalité, en fait, ça ne marche pas. Et donc ici, sur la question de la stabilité, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut distinguer la question de la stabilité des différences interindividuelles, qui est effectivement acceptable, mais la stabilité intra-individuelle n'est pas acceptable. En tout cas, elle n'est pas suffisamment importante pour qu'on puisse l'utiliser au niveau clinique. Alors, des mythes sur le développement et l'éducation de l'intelligence. Et donc, on a une question ici. En fait, des systèmes scolaires efficaces peuvent éliminer les différences entre les enfants sur le plan intellectuel. Vous voyez qu'ici, c'est relativement partagé. Et puis, dans la même direction, on verra qu'il y a d'autres éléments. Alors ici, là aussi, ce qu'il faut avoir en tête, qui a été observé de très nombreuses années, c'est qu'une année d'école, c'est entre 1 et 5 points de QI. Autrement dit, effectivement, plus vous allez à l'école, plus votre performance intellectuelle, elle va augmenter. Sauf que la question, en fait, c'est la causalité. Et donc de dire, est-ce qu'effectivement c'est l'école ou est-ce que c'est le QI? Est-ce que les enfants, de toute façon, avaient de meilleures performances cognitives? Et donc l'école leur permet de continuer leur stimulation. Et donc là aussi, on a eu des données en termes de prédiction qui ont montré que c'était effectivement le QI total, mesuré à un moment donné, qui était le prédicteur et pas l'autre sens. Mais donc du coup, on a l'idée qu'effectivement, d'une certaine manière, des systèmes, aussi efficaces soient-ils, au niveau scolaire, de toute façon, ne feraient pas disparaître les différences entre les individus. Là aussi, ça voudrait dire à la limite que, tout le monde pourrait être un grand musicien, et qu'il suffirait d'entraîner pour être un très grand musicien. Vous pouvez améliorer vos compétences, mais à un moment donné, vous ne serez pas un très grand musicien. Dans le domaine de l'intelligence, c'est pareil. On peut progresser, en fait, dans certaines aptitudes cognitives, mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une espèce de plafond de verre et qui amène à l'idée qu'à un moment donné, vous avez atteint vos limites. Et puis, les limites, je vais revenir après si j'ai le temps, sont probablement liées à des facteurs génétiques qu'on ne comprend pas. Mais en fait, probablement, en fait, c'est ce qui explique ces limites. On a eu la même hypothèse en termes d'apprentissage d'entraînement cérébral. Là aussi, il y a plein de pubs régulièrement. Faites ce jeu, vous allez augmenter vos capacités cognitives. On a fait de l'hypothèse sur la mémoire de travail. On a espéré en fait que le développement de la mémoire de travail permettrait le développement de l'intelligence et notamment en fait des capacités à raisonner. En fait, ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas. Et qu'on ne parvient pas à augmenter les capacités de l'intelligence, en tout cas les capacités du QI. Alors, on peut augmenter les scores. Le problème, il n'est pas là. Et là aussi, je crois que c'est la semaine dernière, en termes de validité, augmenter les scores dans un test, je peux. Je vous fais faire ça pendant 8 heures par jour, pendant 6 mois, et vous allez augmenter les performances. La question, en fait, dans le domaine de l'intelligence, c'est en fait, quelle est la répercussion au niveau scolaire? Parce qu'en fait, si j'ai augmenté son QI, la question, c'est est-ce que cet enfant va augmenter ses performances scolaires? La réponse est non. Parce qu'effectivement, je lui ai donné des stratégies, lui ai donné des indications sur comment améliorer les performances dans les tests, d'accord? Mais en fait, ça n'a pas de répercussion, il n'y a pas de transfert. Et donc la notion qu'on retrouve, c'est la notion de transfert. La notion de transfert, elle est relativement limitée. Et donc elle intervient pour effectivement des épreuves ou des aptitudes qui sont relativement proches les unes des autres. Mais en fait, il n'y a pas de transfert lointain. Et donc, du coup, on ne sait pas comment augmenter les performances. Et donc ça a été remis, en l'occurrence ici, j'ai repris la citation d'Ayer, dans le livre d'Ayer en 2024. On pense qu'il est possible d'augmenter l'intelligence. Alors là aussi, il cible le facteur G.
Sauf que du coup, il faut revenir sur le fait que si le facteur G n'existe pas au niveau intra-individuel, c'est pas en ciblant le facteur G qu'on va y arriver. Mais donc du coup, en disant, mais de toute façon, pour l'instant, on ne sait pas comment faire. Et donc du coup, l'idée qu'on pourrait augmenter les performances intellectuelles, peut-être, sauf que pour l'instant, en fait, tout ce qu'on peut, c'est essayer d'augmenter les performances dans certaines aptitudes cognitives, et en fait, en augmentant les performances dans les tests qui évaluent ces aptitudes cognitives, ça n'a même pas forcément de répercussion, en fait, sur la même aptitude dans un contexte autre, comme le contexte scolaire. Et donc, du coup, ben voilà, même les entraînements de mémoire de travail, par exemple, ben on ne sait pas très bien quoi faire, et donc, du coup, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'augmentation. Mythe sur les biais des tests. Là aussi, les tests d'intelligence sont biaisés. Donc, en fait, sous-entendu, c'est qu'ils défavoriseraient certains individus par rapport à d'autres. Et là, immédiatement, en fait, ce qui est associé, c'est l'idée que des milieux, enfin, des enfants issus d'autres groupes socioculturels seraient défavorisés, en fait, lorsqu'on leur fait passer les tests d'intelligence dans notre culture. Et vous voyez qu'ici, les étudiants sont d'accord à quasiment 78%. Et le problème initial, le problème qui donne cette question, en fait, d'un éventuel biais des tests, c'est lorsque l'on compare les données. Alors, en fait, ici, c'est le test d'intelligence qu'on utilise, hein, qui est le WISC-5, c'est ce qu'on utilise aussi ici. Et en fait, aux États-Unis, bah, ils ont l'enregistrement, en fait, de l'appartenance ethnique. Et donc, ils ont des groupes asiatiques, des Afro-Américains, des Hispaniques, autres, et puis des Caucasiens. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des performances, vous voyez que globalement, en fait, ce sont les Asiatiques qui ont les meilleures performances. Alors, pour les Américains, en tout cas pour les partisans d'une idéologie génétique et puis une partie raciste, en fait, les Asiatiques, ils les oublient. Parce qu'en fait, ça irait pas dans leur lecture. Et donc, ce qu'ils vont faire souvent, c'est se focaliser sur la différence entre les Caucasiens et les Afro-Américains. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les Caucasiens ont des performances supérieures aux Afro-Américains pour tous les domaines. Et donc, ICV, ça veut dire la compréhension verbale, qui est l'auteur du Jardin des Délices. IVS, ça veut dire du visio-spatial, donc la capacité à se représenter mentalement. Ça, c'est du raisonnement fluide, capacité à raisonner de manière logique. IMT, ça veut dire mémoire de travail, donc stocker, maintenir des informations. Et IVT, c'est la vitesse de traitement. Et puis, tout au bout, vous avez QI total. Et donc, du coup, globalement, ce qu'on a, c'est que la différence, quand on cible la différence caucasien, afro-américain, on a une différence de l'ordre de 10 à 15 points, et qui est stable depuis plus de 100 ans. Et donc, en fait, l'origine de cette question sur l'éventuel biais des tests, il découle, en fait, de ces résultats qui montrent qu'effectivement, certains groupes socio-culturels ont de moins bonnes performances. Or, là aussi, il y a une confusion ici, c'est que ce qu'on appelle des biais, en tout cas dans une lecture psychométrique, j'ai repris ici, c'est qu'en fait, les tests pourraient être biaisés si deux personnes qui appartiennent à deux groupes différents, qui obtiendraient le même score, à ce moment-là, vous ne faites pas la même prédiction, notamment au niveau de la réussite scolaire. Et en fait, ce qu'on constate depuis très nombreuses années, c'est que les tests d'intelligence ne sont pas biaisés. Donc, autrement dit, la capacité du QI à estimer le niveau de fonctionnement cognitif, il est exactement le même pour un enfant caucasien ou pour un enfant afro-américain, ou un enfant asiatique si on va dans l'autre sens. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, cette différence de performance, en réalité, elle n'est pas liée au fait qu'on mettrait les enfants afro-américains ou les enfants hispaniques dans une situation qui leur est défavorable. Donc en fait, on a une bonne estimation, sauf qu'on se retrouve malgré tout avec cette différence de 10 à 15 points. Mais donc en fait, ça veut dire qu'effectivement, sur la question du biais, il n'y a pas de biais. Mais donc, si on veut, à ce moment-là, essayer d'être un peu plus équitable, ce qu'il faut faire, c'est développer des données spécifiques de chaque groupe. Et donc en France, par exemple, ça a été fait dans certaines écoles, je ne sais plus, supérieures, où c'est ce qu'ils ont appelé en fait la discrimination positive, c'est que les enfants issus en fait de milieux défavorisés autour de la région parisienne notamment, en fait, ils ont accepté que ces enfants entrent dans l'école, je ne sais plus laquelle c'est en fait, peu importe, même si leur score était plus bas. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est simplement tenir compte des performances plus basses et de dire, voilà, en fait, vous ne pourriez pas avoir 120, 130 de niveau, et donc du coup, on va vous accepter à 110.
Et donc, c'est simplement de tenir compte du fait que, même s'il n'y a pas de biais, les performances, en réalité, sont plus basses. C'est jusqu'à quelle heure? Je pense que... Ouais. Ouais. Rapidement, du coup, sur les mythes, parce qu'en fait, sur les différences hommes-femmes, en moyenne, les hommes ont des performances intellectuelles inférieures à celles des femmes. En fait, il n'y a pas de différence, d'accord? Parce que quand on regarde au niveau du QI total, il n'y a pas de différence. Les hommes ont tendance à mieux réussir que les femmes dans toutes les tâches spatiales. Là, c'est pas vrai. Et donc, du coup, en fait, on a dans certains cas les garçons qui ont de meilleures performances que les filles. Mais en fait, là aussi, je ne vais pas discuter l'indicateur qu'on a ici, c'est un indicateur qui montre que les différences sont faibles. La seule situation spatiale pour laquelle il y a une différence un peu plus importante en faveur des hommes, c'est pour les tâches de rotation mentale 3D, donc les tâches historiquement chez Parr Cooper, où effectivement on a classiquement en fait des différences qui sont des différences fortes en faveur des hommes. Pour toutes les autres tâches, donc ça veut dire que les stéréotypes, qui prend la carte de navigation, bon maintenant on a les téléphones et les GPS, mais en fait qui prend la carte, historiquement on disait bon bah les hommes vont prendre. En fait, en réalité, dans la capacité à lire une carte, c'est la même chose chez les hommes et chez les femmes. Et puis on a l'inverse. Les femmes ont tendance à mieux réussir que les hommes dans toutes les tâches verbales. Là aussi, en fait, c'est pas vrai. Et on a plein de tâches verbales pour lesquelles les hommes ont de meilleures performances que les femmes. Et donc la conséquence, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où en réalité, pour la plupart des aptitudes cognitives, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et que globalement, le niveau de performance est exactement le même. Ça n'empêche qu'il y a derrière des stéréotypes, et que c'est en partie le maintien de ces stéréotypes qui conduit à l'idée, aux représentations, que les femmes seraient comme ci, ou ce qu'on a avec les livres, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. En fait, d'un point de vue cognitif, c'est juste des âneries. Parce qu'effectivement, de toute façon, on a exactement le même niveau de performance. Donc voilà pour ces mythes. Il y en a encore plein d'autres. Mais en fait, les premiers responsables de ces mythes, ce sont les psychologues eux-mêmes. Et qu'il faut en fait que les psychologues arrêtent avec ces mythes et arrêtent en fait de véhiculer des idées, des représentations sans tenir compte des données empiriques. Il faut qu'on tienne compte des données empiriques et puis dire, bon voilà, les résultats actuels, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura d'autres résultats, mais les résultats actuels nous montrent ça. Donc voilà la conclusion actuelle en fait sur ces données et donc ce qu'on peut dire en fait de différents éléments sur l'intelligence humaine.